Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur 90 minutes au Bénin, bienvenue. Actualité politique nourrie par la feuille de route dont s'est doté le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin en vue de la présidentielle qui va se tenir dans 7 mois. Le candidat du Mouel Bénin est clairement connu du public, Patrice Talon. Moult interrogations suscitées par ce soutien que d'aucuns qualifient de soutien sans contenu dans un contexte marqué par le système de parrainage. Une feuille de route, pourquoi et à quelle fin utile le Mouel Bénin, n'ayant ni député ni maire. Le sujet sera en débat dans la troisième partie de votre émission. Le conseil politique du président Mouel Bénin, bienvenue Dédayon Milorin, est l'invité du grand oral. Mais avant lui, le duel de ce soir, 3 sujets d'intérêt majeurs, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. S'agissant de la prise effectuée hier à l'aéroport de Cotonou, dispose d'un gros, mais très gros client. L'individu appréhendé est un Nigérian avec 12 boîtes de conserve remplies de drogue à Abomey-Calavi. C'est un véritable chemin de croix pour les populations. Plusieurs fronts ouverts sur les voies d'accès, ce qui complique sérieusement les allées et venues aux usagers riverains. Pourquoi cette option de tout ouvrir à la fois? Question à nos débatteurs du jour. Ils sont déjà sur ce plateau. Josaphat Dabolino. Bonsoir Josaphat, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Herman, bonsoir et téléspectateurs. Face à lui, Sergino Lokossou. Bonsoir Sergino, bienvenue. Bonsoir Herman, bonsoir à tous. Et que dire aussi du casse-tête chinois, les difficultés d'orientation des nouveaux bacheliers? Oui, aux séances organisées par le gouvernement, mais plus encore l'implication capitale des parents dans le choix des filières de formation universitaire. Ainsi en va-t-il du menu de ce soir qui vous offre en dessert le tour de la toile avec Willy Bayala. Bonsoir chez vous. 90 minutes au Bénin, c'est parti avec les unes des journaux. La nation pour démarrer, impactée par la réalisation des projets touristiques à Ouida, les sinistrés dédommagés. Ensuite, une autre information à la une de la nation, audience au ministère de la Communication de l'ambassadeur du Japon, au cabinet du ministre de la Communication, Alain Oronla. Nord-Sud quotidien, pour accoster des mastodontes de mer, le port autonome de Cotonou acquiert 2 remorqueurs adaptés. La priorité, formalité en vue de l'obtention de la carte d'identité nationale biométrique. Cyril Goubedji, satisfait du bon déroulement dans les ministères. Et puis, suscitation tous azimuts de la candidature de Patrice Talon. La présidence recadre oisif et paresseux. Le progrès. Cotonou, aéroport de Cotonou, des boîtes de conserve remplies de drogue saisies. Puis sécurité sanitaire au Bénin. Artemisia et Vita Iron, interdits de consommation dans notre pays. Matin libre, Bénin, réforme du système partisan. Le président 2021, un politique ou un autre halogène? C'est une grosse interrogation. Et puis, Talon réitère son aversion au culte de la personnalité. Quid du mandat unique? Libération, redynamisation du sport béninois, la nouvelle approche du gouvernement Talon et puis le potentiel activité de la première dame du Bénin, Claudine Talon, la mère des populations vulnérables. Le quotidien Le Meilleur, entretien avec Léon Adin Wessou, député à l'Assemblée nationale et membre du COSLEPI. Nous avons prêté serment pour accomplir une mission et nous allons la réussir avec brio. Dixit l'homme et puis Assemblée nationale, une loi modificative et complétive de la loi relative à la HAC transmise à la commission des lois. Et on finit par le quotidien Maison Fraternité qui affiche dans sa parution de ce jour mercredi 2 septembre 2020 à bâton rompu avec le député Léon Adin Wessou, les populations ont rejeté le mandat unique. L'UP, membre du COSLEPI, assure que l'appurement de la liste électorale augmentera le taux de participation aux prochaines élections. Montée des eaux à Malanville, déjà plus de 500 habitats et 1700 hectares de culture perdus. 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, les députés se penchent dès jeudi sur leur projet de budget. Tenue vestimentaire, le local peine à s'imposer dans l'administration. Pas sur ce plateau,
parce que Josaphat est un tenu local. Et on finit donc avec la chronique En vérité de Moïse Saumon, tout sur Vlavonou, Louis Béounou Vlavonou, qui a d'ailleurs sorti un livre. Merci à vous, c'est parti donc pour le duel. Je l'annonçais déjà dans mon introduction, la Criette qui se trouve un gros, mais très gros client. Vous avez le même sentiment? Oui, c'est un gros client. Il faut dire que cette cour est quand même à compétence à connaître de ces dossiers, c'est-à-dire ceux-là qui transportent de la drogue à l'intérieur du pays, parce que faut pas l'oublier, récemment le Bénin a été traité comme une plaque tournante de la drogue, et que les gouvernants sont en train de mettre en place les politiques nécessaires pour quand même empêcher cet état de choses, empêcher que la drogue ne circule dans le pays. Il faut dire que la drogue est une substance très nocive à la santé humaine, et donc il faut saluer déjà la bravoure des hommes en uniforme qui ont quand même fait un travail excellent. Il revient maintenant à la cour de répression de prendre en charge, comme vous l'avez dit à l'entame, ce gros client pour que la justice soit faite et que la loi soit dite. Oui, Josaphat, des boîtes de conserve contenant de la drogue. Et on va le voir sur ces images qui vont d'ailleurs commencer par défiler. Est-ce que vous pensez que c'est un gros risque qu'a pris ce Nigérian en passant par le Bénin, désormais avec la criette? Non, mais si vous avez même un produit qui est prohibé et que vous vous déplacez avec, c'est déjà un gros risque que vous prenez. Si vous avez un produit et on dit vous passez par la frontière, que ce soit aérienne, maritime ou terrestre, c'est que vous avez une chance sur deux de passer et d'aller à bon port. C'est déjà un risque que vous prenez. Donc c'était déjà le risque même depuis le départ. Maintenant, arrêter ici au Bénin, je crois que, comme le disait tout à l'heure le coursier, il faut saluer ces hommes en uniforme, ceux-là qui ont pu quand même dénicher le produit et qui ont interpellé la personne et qui aujourd'hui doit être dans les mains de la justice. Maintenant, la place tournante, le Bénin étant déjà la place tournante, déjà sur la liste presque rouge de ces nations, il convient de rappeler ou de signaler que ce n'est pas parce qu'on arrive à arrêter des boîtes de conserve avec drogue que ça fait de nous, d'office, un pays qui n'est plus sur cette liste-là. L'essentiel, c'est de travailler à ce qu'il n'y ait plus de ces produits. C'est comment faire pour mettre en place une politique, pour déjà prévenir, pour arrêter déjà, pour étouffer même de ces initiatives dans l'œuvre, afin qu'on ne puisse plus dénicher de ces produits au niveau de nos ports et au niveau de nos aéroports. Sinon, si c'est déjà fait, ce qui veut dire que parfois, il y a de ces produits qui circulaient, et c'est peut-être celui qui portait le jour-là qui a eu la malchance et qui est tombé sur de bons agents, et on l'a arrêté. Donc, le Bénin reste toujours sur cette liste. Et pour éviter ça, il faut travailler, mettre en place cette politique véritablement, et un bon service de renseignement pour éviter que ça ne se produise, parce que si ça arrive, c'est que on parle du Bénin, et quand on parle du Bénin, ce n'est pas une bonne image. Et quant à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, c'est déjà une cour qui est créée d'ailleurs pour ça. On a vu comment la cour s'est prononcée sur des cas pareils dans ce pays. On attend vivement la cour. Moi, j'attends vivement les juges de cette cour à véritablement s'investir, à véritablement nous dire le droit, parce qu'il y a déjà un précédent, et ce précédent, on veut déjà comparer à ce qui se passe aujourd'hui pour voir si éventuellement le droit sera véritablement dit. Pour permettre à tous ceux-là d'analyser et de comprendre le fonctionnement, le vrai fonctionnement. Par rapport à la criette, on attend que le droit soit vraiment dit, mais il faut en même temps mettre en place cette politique. C'est d'ailleurs ce que vous avez conseillé. La politique doit aller par quel chemin? Est-ce qu'il faut... C'est vrai, on a parlé de ce Nigérian, mais c'est toute une bande organisée. Évidemment, c'est toute une bande organisée. Il faut quand même, comme il a souligné tout à l'heure, mettre en branle les services de renseignement pour véritablement identifier les complices de ce Nigérian-là, pour véritablement tracer ces bandes, parce que s'il arrive à passer par le Bénin, c'est qu'il y a forcément des complices qui sont des Béninois et qui l'aident d'une manière ou d'une autre à passer
les ports ou les frontières de notre pays. Et donc, je crois que le rôle de l'État central, c'est également ça, c'est-à-dire empêcher l'arrivée sur le territoire de ces produits. Ça ne sert à rien de laisser les gens avec le produit et puis de les arrêter sur notre truc là. Il faut quand même travailler à empêcher, à sécuriser davantage nos frontières. Et parlant de sécurité des frontières, il faut également motiver ces hommes en uniforme qui travaillent au niveau des frontières parce que s'ils ne sont pas bien motivés, ils ne peuvent pas faire le travail. Il a sonné tout à l'heure. Peut-être que le jour là, il est tombé sur de bons agents, ceux-là qui veulent travailler comme cela se doit. Et s'il arrivait à tomber sur de faux agents, on pourrait quand même le laisser continuer sa route. Et donc, véritablement, c'est un tout. La motivation des hommes en uniforme, la mise en place de réelles stratégies. Oui, alors Sergino parlait de stratégie. Est-ce que vous voyez là vraiment des éléments de nos frontières, de nos aéroports, vraiment décidés à en découdre avec les trafiquants de drogue, Josaphat? Non, mais c'est déjà une politique à la tête de l'État béninois. Si la politique vient d'en haut, ce qui veut dire qu'eux, ils n'auront d'autre choix que de suivre le mouvement, que de suivre cette politique et de mettre en œuvre cette politique. Je ne parlerai pas de démotivation, comme Sergino le disait tout à l'heure, parce que si vous acceptez être dans l'armée, porter l'uniforme, c'est d'abord la patrie. Et la patrie, ça passe par la défense de tout ce qui pourrait nuire à cette patrie-là, y compris bien sûr les boîtes de conserve dans lesquelles nous retrouvons bien sûr de ces produits stupéfiants. Donc il est important déjà à ce niveau que des gens, une politique mise en place, que des acteurs concernés puissent véritablement travailler pour mettre en œuvre la politique générale, parce que ça dépend de cette politique générale également. Maintenant, on sent que... La politique devrait passer par la motivation aussi, non? Oui, c'est pour ça qu'ils ont un statut des personnes en uniforme. Je crois bien qu'il y a un statut pour les personnes en uniforme. Et le statut définit clairement que vous avez tel avantage, tel avantage, tel avantage. Et tout a été dit dans le statut, ce qui veut dire que si Josaphat décide aujourd'hui d'abandonner par exemple son ordinateur et sa plume et son micro et d'aller sur ce terrain, c'est que je suis conscient qu'une fois sur le terrain, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Et on ne devrait pas avoir non seulement l'argent en vue, mais la patrie qui doit nous nourrir, l'honneur surtout qui doit nous nourrir. Et je crois que c'est ça l'essentiel à retenir. Ce qui est bien, il faut féliciter cet agent. Toute la chaîne qui milite pour que nous soyons en sécurité, pour que nous soyons sur ce plateau pour parler, pour opiner. Donc il faut féliciter tous ces agents. Et comme je le disais, c'est un gros poisson en tout cas. Vivement que la criette nous démontre qu'au-delà de tout, elle connaît son job. Vous hésitez tellement. Mais est-ce que quand vous avez vu les images qui défilent d'ailleurs, des boîtes de conserve, vous vous êtes dit, waouh, quelle ingéniosité? Oui, moi je me suis dit ça, c'est vraiment ingénieux ce qu'on a vu. Et moi je me demande si le monsieur qu'on a arrêté, est-ce qu'il n'est pas seulement un transporteur? Parce que ces boîtes, ça ne peut pas se faire à la main. C'est sûrement dans une machine qu'on a pu fermer la drogue, de la drogue dans ces boîtes-là. Et c'est vraiment ingénieux et il faut véritablement que des forces de l'ordre soient équipées pour arriver à quand même à raisonner ces boîtes de conserve. Et comme l'a souligné le confrère tout à l'heure, c'est de bonne guerre, il faut les encourager à le faire. Il faut, moi je viendrai toujours à la motivation parce qu'il faut un minimum de bien-être pour défendre la patrie. Et donc c'est vrai, ils ont choisi de défendre la patrie, d'offrir leur poitrine pour nous sauver, pour nous défendre, pour assurer notre sécurité, mais il le fait excellemment bien, du moins par cet acte qui a été posé hier. Moi je pense qu'il faut les encourager et il faut véritablement que l'État puisse véritablement continuer par assurer la sécurité des personnes et des biens et pour rayer définitivement le Bénin de cette liste d'États noirs, d'États tout nombre de droits. Justement, il faut aussi saluer la collaboration sans doute entre d'autres unités, Interpol et tout, qui sans doute a permis de mettre la main sur cette 12 boîtes-là, des boîtes de conserve, mais attendez, bien peaufinées et bien fermées. Oui, tout à fait, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas réaliser cet exploit uniquement avec les agents de Béninois. Il faut des agents de renseignement, peut-être c'est le lieu également de les saluer. C'est pour ça que je dis, au-delà de tout, il faudrait que le service de renseignement soit véritablement efficace et prompt. D'ici, le service de renseignement est bien au point. On n'a pas de leçon à donner à quiconque. Moi, je suis juste un chroniqueur politique. Donc, si le service de renseignement est au point, on pourrait déjà dénicher tous ces... Donc, il y a une collaboration. Et jusqu'à on arrive à trouver de ces boîtes bien faites, bien fermées, avec ce contenant, c'est sûr qu'il y a des complices.
Le monsieur, je le disais tout à l'heure, c'est sûr que le monsieur, c'est juste celui qui doit transporter, comme l'autre film que nous regardons, le transporteur, d'un endroit A à un endroit B. Et peut-être lui-même, il ne sait pas ce qui est dedans. C'est sûr qu'il y a tout un réseau. Il reviendra à la au juge maintenant. C'est pour ça j'insiste sur le fait que les juges au niveau de la CRIER doivent mener l'enquête pour aller au-delà de la personne de ce transporteur pour dénicher, parce qu'avec cette quantité, c'est sûr qu'il y a des gros bonnets qui font toutefois dénicher. On va conclure avec vous sur ce sujet-là. Oui, c'est ce que la CRIER doit faire. La CRIER doit nous montrer que nous sommes dans un état de droit où la loi est personnel, et ça s'applique à tout le monde sans exception. Et je comprends la crainte de mon confrère quand il insiste sur la CRIER, parce que il y avait eu un dossier du genre qui on a jugé et tout, et on va voir maintenant comme ce qui en sera de ce monsieur qu'on a arrêté. Et la CRIER doit jouer véritablement son rôle. On n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, à ces juges de la CRIER, mais nous savons qu'ils doivent jouer leur rôle pour démontrer une fois encore que nous sommes au Bénin et que le Bénin est un état de droit. Tout à fait. Qui parmi vous est de Calavi ou a élu domicile à Calavi ou a fait un tour dans Calavi ces derniers jours? Moi, depuis bientôt une dizaine d'années, j'ai eu domicile à Calavi. Vous êtes un administré d'Angelo Arondino? Je suis un administré d'Angelo Arondino. D'accord. Et vous aussi? Non. Donc vous êtes de l'autre côté, vous êtes du côté du pont. Mais il n'empêche que vous faites de temps en temps des tours dans Calavi, non? Oui, parce que c'est d'abord une zone que j'adore. C'est d'abord une zone qui est bien paisible. Malheureusement, je ne réside pas là-bas. Mais c'est quand même une commune bien stratégique. Et c'est tellement, compte tenu de cette position stratégique, qui a un peu de ces bouleversements administratifs et infrastructurels. Est-ce que vous comprenez alors que actuellement pour circuler dans Calavi, c'est la croix et la bannière? Évidemment, c'est la croix et la bannière, et on se dit si cet espoir qu'a suscité la désignation du maire d'Abomey Calavi, est-ce que véritablement l'homme pourra corriger les plaies de la mandature passée, parce qu'on a reproché à son prédécesseur qui n'a pas véritablement travaillé dans la commune, et c'est vrai. Il faut faire un tour dans cette commune pour constater qu'il n'y a pas de piste de désert. Une pluie suffit pour montrer que véritablement Abomey Calavi doit être mis en chantier, et on encourage ce qui est en train d'être fait. C'est la croix et la bannière aujourd'hui pour les populations de circuler, parce que la commune a besoin du développement et on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Aujourd'hui, nous comprenons que pour mettre en place des infrastructures, il faut quand même empêcher la circulation et tout pour que des ouvrages soient vraiment réalisé dans cette commune-là. Et véritablement, on veut que ça soit réalisé. On veut que les problèmes qui minent l'existence des populations, que le nouveau maire, qui est un homme à solution, parce que dans l'imaginaire, dans la conscience populaire, il est arrivé pour corriger. Il est l'homme à solution. Et on veut véritablement le voir travailler. Pas des effets d'annonce, pas du buzz, mais véritablement il faut travailler, il faut penser les bonnes stratégies pour corriger les plaies de la mandature passée. Parce que Abomey Calavi, le confrère l'a rappelé, c'est une commune très stratégique. Oui. C'est la commune de Dortoir, la cité Dortoir. Et aujourd'hui, on ne peut pas quand même rentrer dans une cité Dortoir et voir ces images-là. Il faut véritablement que les uns et les autres puissent travailler à corriger. Joseph, est-ce que vous comprenez un peu cette option-là de vouloir tout ouvrir à la fois? De sorte qu'aujourd'hui, pour circuler dans Calavi, c'est tout un problème. Les entreprises qui sont en train de travailler, on ouvre pratiquement tous les chantiers, et donc on a de la peine à circuler dans Calavi. Qui ouvre les chantiers? Ce n'est pas le maire de la commune d'Abomey Calavi, c'est bien sûr l'État central. Et si, à moins que je me trompe, il s'agit de ce projet d'asphaltage. Tout à fait. Qui touche plusieurs rues de la commune, la cité Dortoir du Bénin. Donc ce n'est pas la mairie qui le fait. La mairie est juste là pour peut-être orienter et constater ce qui se fait, parce que c'est l'État central qui a initié donc ces travaux. Moi, je ne voudrais pas faire une fixation sur la commune d'Abomey Calavi, c'est presque dans toutes les communes concernées par ce projet d'asphaltage. Vous allez dans ces Mekbodi, même vous êtes à Cotonou ici, vous aurez du mal à circuler dans certains endroits, et également dans des communes où les travaux sont en cours, c'est pareil. Donc ce n'est pas seulement dans Abomey Calavi, peut-être Abomey Calavi a attiré votre attention parce qu'il s'agit d'une cité dortoir, tout comme Semenpodi également, qui est quand même entre la capitale du Bénin et Cotonou. Donc il y a effectivement des travaux qui sont en train d'être faits, mais les voies d'accès, je crois que les sociétés adjudicataires sur là qui ont bénéficié de ces marchés, il y a déjà l'étude de faisabilité
avant que les marchés ne soient octroyés. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent déjà voir les voies d'accès, les contournements, avant de démarrer les travaux. Ce qui ne se fait pas. Et mieux, on peut barrer une voie parce que c'est en pleine réhabilitation ou en pleine construction, mais il faut quand même prendre la peine d'avertir ceux qui doivent passer en leur disant attention, ne pouvez pas ici, en mettant juste des panneaux de signalisation, ce qui ne se fait pas. Et là, ce n'est pas la faute ni au maire, ni la faute à l'État, mais aux entreprises. Voilà, aux entreprises. Et maintenant, il y a celui qui doit contrôler les travaux de cette entreprise, parce qu'il y a un corps de contrôle tout au moins pour les travaux des entreprises. Donc, c'est celui-là, c'est à ce service-là que ça revient désormais d'interpeller. Tout au moins, on pourrait quand même parler à ce niveau également des élus locaux, des élus communaux, bien sûr, pour dire, vous êtes conseillers parce que c'était une élection de proximité. Donc, vous êtes dans cette localité. Vous avez constaté ceci. C'est à vous d'attirer l'attention de la première autorité de la commune qui, à son tour, doit interpeller maintenant la société pour dire, il y a telle chose qui ne va pas dans ma commune. Moi, je vous donne cette voie d'accès, un contournement de telle façon. Là, ça va profiter à tout le monde. Et l'essentiel également, c'est que chacun y mette du sien pour véritablement le développement de la commune, pas seulement de la Abomey-Calavi, mais des autres communes. Et je voudrais, pas pour répondre à Sergino, pour dire, nous devons tous jouer notre partition pour le développement du pays. Aujourd'hui, quand il y a une pluie, vous avez signifié quand il y a une pluie, du coup, Abomey-Calavi est inondé, il n'y a plus de voies, mais ce n'est plus la faute non plus aux dirigeants ni aux élus locaux et communaux. C'est la population. Maintenant, peut-être là où la faute incombe aux responsables ou aux autorités communales, c'est que ce sont eux qui autorisent des gens à s'installer. Ce sont eux qui donnent les permis d'habiter, les permis de construire et tout le reste. Toutes sortes de permis, quoi. Donc, à ce niveau, on peut les interpeller. Mais si vous êtes aussi citoyen et que vous êtes conscient qu'à un moment donné, vous voulez prendre parcelle dans telle localité, vous connaissez déjà la terre, la morphologie, bien sûr, de cette zone, vous décidez d'aller prendre parcelle à ce niveau, il faut vous attendre à ce que... du jour au lendemain, même si vous avez fait des gymnastiques, parce que c'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que les maires sont parfois complices de ce qui se passe. Et les gymnastiques au niveau de la mairie pour établir les papiers, pour avoir des permis, tous les permis qu'il faut. De toute façon, on arrive toujours à avoir ces papiers, et c'est justement sur ça que je voudrais relancer, Sergino. On a l'impression, quand on voit un peu l'ouverture des chantiers à tout va, qu'on veut rattraper un retard. Oui, on doit rattraper un retard parce que tout est urgent dans cette commune et dans toutes les autres communes du Bénin parce que les voies, comme le disait un ancien président, la route du développement passe par le développement de la route. Tout à fait. Et donc, tout est urgent à Abomey-Calavi et vous allez voir, c'est la commune qui abrite l'université, c'est la cité d'Ottawa et il n'y a pratiquement pas de voie. Et donc, moi, je comprends que tout est urgent et qu'il faut aller vite. Il faut aller vite dans la mesure où on a besoin des voies d'accès, on a besoin de circuler comme cela se doit. Et c'est vrai, comment les populations arrivent à avoir ces permis d'habiter, de construire et tout, c'est des gymnastiques, comme l'a rappelé le confrère, qui se font au niveau de cette administration. C'est pourquoi les nouveaux maires doivent véritablement travailler à corriger la chose, à ne plus donner des permis de construire ou d'habiter comme de petits pains, à véritablement vérifier si la zone choisie par l'individu pour construire, est-ce qu'on peut construire dans cette zone. Parce qu'il a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les autorités, mais les populations elles-mêmes, parce qu'ils ont construit dans le lit des eaux, ils ont construit pour empêcher l'eau de ruissellement de véritablement s'y circuler. Et quand c'est comme ça, on crie au président de la République quand la pluie tombe, on crie au maire, on crie au conseiller, on crie au chef d'arrondissement. Alors même qu'il faut chercher la faute ailleurs. Pas même du président de la République. Il y a un volet très important qu'il ne faut pas oublier, Aman, c'est le volet politique, bien sûr. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater, moi j'ai eu le temps de circuler dans cette partie méridionale, même jusqu'au niveau du zoo, le week-end dernier. Je me suis promené un peu. J'ai constaté finalement qu'on accélère presque dans tous les chantiers. On a vu l'art avec laquelle les entreprises travaillent désormais. Et ça me pose un problème. Vous allez me demander certainement quel problème encore alors que nous voulons tous le développement. Nous sommes, je parle du volet politique. Tout à fait, quelques 7 mois de la présidentielle, de la compétition électorale. Oui. Et du coup, il faut justifier quelque chose. Et quand vous parlez bien sûr de la commune d'Abomey-Calavi, parce que c'est sur cette commune que vous êtes arrêté, vous parlez de cette commune.
le nombre aujourd'hui d'habitants de la commune de... C'est un grenier électoral, la Moukalavi, tout à fait. C'est une base électorale. Et c'est une commune hétéroclite, c'est-à-dire ça regroupe tout le monde. Et pour arriver à convaincre des gens autour d'un idéal, il faut impacter. Et impacter, c'est d'ouvrir les chantiers, c'est de travailler à devant pour montrer qu'effectivement, voilà, nous sommes en train de travailler. Alors que pour moi, en tout cas, à mon humble avis, ce n'est que de la poudre aux yeux, parce qu'on attend pour voir. Voilà ce que vous voulez prendre, voilà ce que les voies que nous avons ouvertes pour vous, et voilà ce qui vous attend. Si éventuellement on n'arrive pas à finir pendant les 7 mois, c'est que nous avons la possibilité, on est sur le terrain, donnez-nous la possibilité de continuer. On est sur le terrain politique, c'est un jeu politique, tout est permis. C'est un jeu politique, et moi je me dis, il faut se méfier, mais vivement que les entreprises... Mais est-ce qu'on peut alors s'inquiéter un peu de la qualité des travaux, vu que tout est ouvert, et comme vous le dites si bien, la politique peut peut-être ça. Ça mêler. Je peux pas me prononcer parce que je me suis amusé, pas m'amuser aussi que ça, mais professionnellement, à interroger certains techniciens, à faire un travail qui est déjà en cours, donc je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. En son temps, l'opinion publique aura les fruits, bien sûr, de ce travail sur la qualité de ces infrastructures, surtout dans la commune de Sémékodi. On verra bien avec le temps. Moi, je ne veux rien dévoiler, en tout cas pour l'instant, mais quelque chose qui se fait. Il y a une investigation en cours. Il y a quelque chose qui est en cours. Oui, sur la question rapidement, on va boucler. Sur la question, on aura le temps d'apprécier. La qualité des travaux. On aura le temps d'apprécier. Il n'aura pas fini. Et puis après 2 ou 3 ans, on va voir si ça pourra tenir. Est-ce qu'il faut aussi prendre le temps d'apprécier un peu le choix des filières de formation pour nos nouveaux bacheliers? Pourquoi pas? C'est l'actualité. Parce qu'une chose est d'avoir le bac, mais l'autre c'est de pouvoir choisir quand même sa filière de formation. Ce qui est compliqué, le casse-tête chinois, oui. Évidemment, c'est compliqué. Moi, je pense que ce n'est pas maintenant qu'après le bac, il faut commencer par courir derrière les filières de formation. C'est déjà depuis la 3e ou la 6e d'abord qu'il faut détecter chez l'enfant des talents et puis l'accompagner jusqu'en classe de terminale, puis après le bac, il faut le faire. Mais tous les parents n'ont pas les moyens pour le faire. Il faut des moyens pour pouvoir le faire. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour le faire, il y a quand même des séances de sensibilisation sur les filières qui sont organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et dans toutes les communes du pays. Et véritablement, ces séances de sensibilisation aident quand même les bacheliers à pouvoir choisir leur filière comme cela se doit. Parce que quand vous ne choisissez pas, quand vous n'arrivez pas à choisir votre filière comme cela se doit, vous risquez de passer à côté de votre avenir. Vous allez faire 20 ans, 15 ans dans la même filière sans jamais avoir la licence ou le master. Donc c'est difficile et il faut véritablement que l'État puisse jouer son rôle, aider les parents à pouvoir aider les enfants à choisir leur filière de formation. Pourquoi est-ce qu'on attend forcément l'après-bac pour définir la filière de formation? C'est la bonne question. Quand Sergino parle de si vous choisissez mal votre filière, c'est que vous allez passer assez de temps dans la faculté sans pour autant avoir la licence et bien d'autres. Mais moi, j'ai le cœur meurtri quand je dois évoquer cette question d'orientation des bacheliers. Meurtri parce que le système éducatif béninois est à terre. Là, ce n'est pas un système éducatif, il faudrait qu'on finisse avec. Vous l'avez fait, moi je l'ai fait. Et Sergino l'a fait. Des milliers de personnes l'ont déjà fait. Mais pourquoi continuer avec un système qu'on finisse qui vous forme au chômage? Pourquoi déjà, à la maternelle, déjà, on ne voit pas les qualités de l'enfant IS, qui est déjà à la maternelle, de l'orienter avec un système éducatif bien performant qui pourrait dire, oui, IS, tu es déjà à la maternelle, on voit déjà que tu t'amuses avec des papiers, tu dessines bien, tu fais bien les dessins, quand on dit qu'il faut dessiner, tu essaies dedans, alors que déjà à partir de CI... Celui-là, par exemple, pour les beaux-arts, par exemple, celui qui on commence par l'orienter déjà en 6e, au lieu qu'il aille dans une école, dans un CG général, de l'étude de F de INSEE, il commence déjà à aller dans ce secteur pour dire... Théorème de Thalès. Il concentre toute son énergie sur les beaux-arts, il dit, oui, c'est ce que moi je veux faire, et il se perfectionne pour ça. Mais nous avons un système éducatif qui aujourd'hui ne permet malheureusement pas des gens. Sinon, on ne pourrait pas en train de faire ça. On ne pourrait pas en train de dire quelle est la filière que mon enfant va choisir, quelle est la filière qu'il doit faire. Justement, dans ce cas, ça veut dire que les parents aussi doivent jouer un rôle et en fait, pour que les enfants soient plus orientés. Les parents jouent le rôle déjà en suivant leurs enfants, mais le cadre ne permet pas. Vous dénichez chez un enfant qui est un bon parleur, qui s'exprime bien, qui défend bien, il peut être avocat, il peut être journaliste, orateur, communicateur et tout.
le reste, mais le système déjà de la 6e en terminale, il est obligé de se confondre à la masse, de suivre l'enseignement général jusqu'à à la fin. Et c'est après le bac, on a dit, mais il faut spécifier maintenant une filière pour cette personne. Et moi, j'ai écouté, par exemple, le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, qui évoquait la question et qui disait, heureusement qu'il y a des organisations, il y a des organismes internationaux et nationaux qui courent aujourd'hui derrière les meilleurs du baccalauréat 2020, parce qu'il y a déjà des places, parce qu'il y a déjà des bourses pour eux, parce qu'il y a une meilleure vision pour eux. Mais au même moment, on oublie ceux-là qui ont des mentions passables. Mais des gens qui ont mention, ils ont également le bac. Tout à fait. Et ils doivent également continuer leurs études. Donc, comment orienter ces gens-là? J'ai écouté tout récemment également un cadre de l'enseignement supérieur qui disait, pour orienter un enfant pour une filière au niveau de l'université, si c'est peut-être la science, si c'est peut-être la biologie ou la médecine, il faut calculer ses moyennes en mathématiques, en sciences physiques et des astuces pour pouvoir orienter l'enfant en clair. Mais là, est-ce que ça permet à l'enfant moyen de se retrouver qui s'est retrouvé avec son parchemin de baccalauréat, d'avoir une place. Donc du coup, il sera négligé, il va dire qu'est-ce que je vais faire, l'office ne m'a pas classé dans une filière d'abord en sociologie, donc il va dans sociologie, après ailleurs en psychologie. Vous savez ce que nos frères de la sociologie, de psychologie font. Au moins on le sait. Donc finalement, c'est qu'on forme des chômeurs et ils ont du mal à trouver de l'emploi. Conclusion rapidement, 2 secondes. C'est inviter l'État à véritablement jouer son rôle, à repenser, comme l'a souligné le confrère Juju. Moi, je ne dis pas que le système est à terre, mais le système a besoin de des réformes. Il faut véritablement engager des réformes. Il faut quand même regarder ça en face un jour. Oser des réformes pour pouvoir corriger le tir, pour pouvoir éviter le long enseignement général à un point fini. Il faut former l'enfant à faire quelque chose, à travailler, à pouvoir concevoir quelque chose. C'est pas à la fin de son diplôme qu'on va parler de l'entrepreneuriat. Il faut aller vers l'entrepreneuriat, que la personne n'a aucune notion de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça. Merci à vous, cher monsieur. C'était donc le duel. Vous, on se le prend juste après la deuxième information consacrée au journal télévisé. Tout de suite.